Il est né dans le Bronx, à New York, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Il fut l'un des tout premiers photographes à utiliser la couleur à un moment où le noir et blanc était le seul à avoir le droit de citer. Il a influencé des générations de photographes. Son livre Cape Cod est devenu un classique de la photographie. Il était déjà venu à Arles, ou en tous les cas, ses photos avaient déjà été projetées dans les années 70, ici même, dans le théâtre antique. Je vous demande d'accueillir le grand, l'immense Joël Meyerowitz. That's great. Stay with me for a minute. All yours. C'est à vous. Non, ne partez pas encore. Merci à tous. Mais je souhaiterais te remercier personnellement devant tout le monde. Sam a été le commissaire de l'exposition que j'ai à Henri Comte et il m'a montré des photos que je n'avais même pas envisagées par le passé. Et je pense que c'est une très belle exposition qui est drôle, qui est provocateur. Et extrême d'une certaine manière. Donc, félicitations et merci de l'avoir fait. Merci de tout mon cœur. Et c'est lui qui fait tout cela. Il a une équipe incroyable de personnes qui travaillent derrière les scènes et qui ne sont jamais remerciées. Mais il mérite vraiment des remerciements énormes de nous tous, de la part des participants et de la part des intervenants et du public. Il travaille très dur. Joel Meyerowitz. Je souhaiterais également remercier Howard Greenberg de la galerie à New York qui a travaillé avec Sam et qui a fourni les images, la famille du Poker Gallery et la Fondation Roder d'avoir soutenu le festival ainsi que mon travail. Donc, est-ce qu'on peut baisser un petit peu les lumières afin que je puisse voir le public? Vous me voyez, n'est-ce pas? Et je ne suis pas très important. Ce qui est important, ce sont les images qui vont raconter l'histoire. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Eh bien, je viens en tant que voix d'il y a 55 ans. Si, quand j'avais commencé, j'avais regardé 50 années en arrière, âgé serait encore en vie. Donc, je suis le vestige d'une époque passée. Mais cette époque était une époque d'innocence. La photographie n'était pas considérée comme étant une forme d'art sérieuse. C'était plus quelque chose d'utilitaire. Une pratique, on prenait des images de mariage, d'enterrement, de fêtes nationales, mais ce n'était pas vraiment souligné comme forme d'art. Et en 1962, j'avais 24 ans et j'étais jeune directeur artistique dans une petite agence de publicité à New York. Et j'ai été témoin de quelqu'un qui prenait des photos pour un petit projet que j'ai mené. Et la manière dont Robert Frank prenait les photographies, il était tellement passionné. Je ne savais rien de la photographie et rien de Robert Frank, mais cela m'a montré, ou du moins c'est comme ça que je l'ai mal interprété, cela m'a montré que le temps et le mouvement étaient des choses qui pouvaient être figé par l'appareil, un moment figé de perception. Quelque chose que vous voyez qui est tellement éphémère et qui disparaît, mais que vous pouvez saisir. Vous pouvez arracher ce petit morceau de temps du flux de temps. Et cela m'a vraiment passionnée. Je me suis dit, je veux faire ça. Je veux sortir dans les rues et regarder le monde et voir ce que c'est dans le monde qui me parle. Est-ce que je peux trouver mon identité? Parce que je ne savais pas qui j'étais. J'étais un gamin de 24 ans de New York. Oh, en fait, je vais m'adresser à vous en anglais. Je suis désolée.
Mais vous comprenez l'anglais? Oui, oui. Et donc, je vais vous le parler dans la manière de New York, comme New-Yorkais. Moi, j'ai fait de la peinture à l'époque un peu abstrait, expressionniste. Je passais vers de l'abstraction, mais quand j'ai vu la photographie, je me suis dit, c'était un outil moderne pour faire de l'art, une machine, la même machine que vous utilisez tous. Et ce qui est fascinant sur la photographie pour moi, peut-être pour vous également, c'est que nous utilisons tous le même format, plus ou moins, un petit rectangle. Et néanmoins, on le remplit, chacun d'entre nous, d'une énergie de type différent et une idée différente de ce qui fait sens pour nous. Et de cette manière, la photographie est un langage universel. Nous parlons tous cette langue maintenant. Toute personne avec un téléphone portable dans la Chine lointaine, la Mongolie, peut prendre une photo. Ce n'est pas la même chose que de faire une photographie. Prendre une photographie, ce n'est rien. Faire une photographie nécessite une sorte d'intelligence et de passion. Cela nécessite une réflexion parce que la photographie, même si ça ressemble à des images, il s'agit en fait d'idées. Si vous avez des idées, vous pourrez peut-être cadrer vos idées de manière consistante afin qu'au fur et à mesure du temps, vous commencez à faire sens pour vous-même et peut-être pour d'autres également. Parce que ce n'est pas ça la magie de la photographie. Avant, la magie, c'était regarder une feuille dans un développeur, voir apparaître l'image. Ça, c'était magique. Tout photographe ici qu'il a fait sait à quel point c'est un moment magique. Mais pensez, réfléchissez à ceci. Vous faites une photographie d'un moment de compréhension. Et ensuite, vous envoyez cette photographie dans le monde. Et les gens, les personnes, à des milliers de kilomètres, tiennent votre image entre leurs mains. Et ils lisent vos pensées, vos sentiments, vos intuitions, les impressions que vous avez du monde. C'est ça la magie, que vous pouvez porter vos impressions et les envoyer à travers l'éther vers d'autres personnes afin qu'ils puissent les lire et les comprendre. Ça, c'est très spécial. Et la photographie, c'est notre langage commun. Donc, comment est-ce que vous établissez votre identité? Nous avons chacun une empreinte qui nous identifie, une empreinte digitale. Mais je pense que nous avons également une manière de voir les choses qui nous identifient. Du moins, c'est ce que je recherchais depuis 55 ans. Comment puis-je décrire le monde que je vois devant mes yeux? Moi, je pense que j'ai appris tout ce que je sais sur la vie, sur moi-même, à travers l'agence de l'appareil photo et de la photographie. Quand je soulève mon appareil photo, c'est parce que quelque chose m'oblige, quelque chose m'appelle d'une manière qui est irrésistible. Et je regarde le monde devant moi et le monde se révèle à moi dans un millième de seconde. Ça, c'est une qualité tout à fait particulière de la photographie. Et si vous pratiquez la photographie dans les rues de grandes villes, comme moi je l'ai fait depuis toute ma vie, cette qualité de timing, trouver le bon moment, la capacité de se mettre au bon endroit, au bon moment, et les choses qui se produisent semblent juste se produire pour vous. C'est comme si vous aviez un sixième sens. Et nous le voyons, vous regardez les photographies de Cartier-Bresson ou de Gary Winogrand ou toute l'histoire de la photographie est remplie de personnes qui étaient au bon endroit au bon moment. Comment est-ce qu'ils le savent?
C'est parce qu'ils utilisent cet instrument encore et encore pour aiguiser leur processus mental, aiguiser leur appétit pour la vie. Parce que la photographie, à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, c'est un oui. Ou un oui pour la beauté, un oui à la tragédie même. Un oui à l'amour, à la douleur, à la colère. C'est comme si on encerclait tout. La photographie encercle tout. Et vous, en tant que photographe, vous le rendez en petits fragments. Et pour moi, c'était ça la plus grande découverte, que vous pouvez rassembler les photographies page après page et en tirer un sens. Ce n'est pas cinématique. Et probablement, si je démarrais maintenant, je serais davantage impliquée dans les images mouvantes. Mais à mon époque, en 1962, l'appareil photo semblait être l'appareil pertinent pour la vie moderne, tel que je l'envisageais. Je vais vous montrer quelques images. Je vais sans doute commenter quelques images ici et là, sinon on sera là toute la nuit. Mais vous semblez pas être pressé de partir pour l'instant, hein? Donc on va s'amuser un peu. Bouton vert. En 1962, quand moi j'ai débuté, je ne savais pas que le noir et blanc était considéré comme étant la forme d'art de la photographie. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 2 rouleaux de film couleur. Et je suis partie dans la rue et j'ai commencé à prendre des photos. Et pendant la première année de ma vie de travail, j'ai pris des photos en couleur. Et pendant ce temps, j'ai dû apprendre comment surmonter ma timidité, ma crainte, mon incapacité à faire un cadrage intéressant. C'était une expérience d'apprentissage. Et la couleur me semblait être le choix naturel. Le monde est en couleur. Cela faisait sens parfaitement de faire des photographies en couleur. Mais ce qui n'était pas si intéressant que ça, c'est que chaque personne que je connaissais prenait des photos en noir et blanc. Donc c'était difficile de montrer des photos couleur aux quelques amis que j'avais qui faisaient de la photo et leur faire accepter l'idée de la couleur. Mais nous voici 50 années plus tard et la couleur est notre choix quotidien pour la plupart des gens. Donc pendant ces premiers mois de prise de photos, afin de m'entraîner à être plus à l'aise dans le monde, je me suis retrouvée à photographier les femmes. Parce qu'en tant que jeune homme, les femmes me faisaient très peur, de quelque sorte. J'avais une amante très puissante. Elle m'effrayait terriblement. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Il faut que j'arrive à me rapprocher des femmes. Donc cette femme, en 1963, savait quelque chose de ce qui est arrivé. Si vous lisez ce qui est écrit, les petites parties électroniques, donc un appareil qui pouvait passer à travers le trou d'une aiguille, c'est ça qu'elle dit. C'était comme les images qu'on avait vues avant. Une partie de ma formation pendant ces premières années était d'aller au défilé dans les villes. Parce que l'été, il y a un défilé chaque semaine. Et ces défilés représentaient une sorte de camouflage. Je pouvais disparaître dans la foule et apprendre à me rapprocher des gens.
il y a une espèce de... Il faut trouver la bonne distance. Comment savoir à quel point on peut se rapprocher de quelqu'un sans leur faire peur? Est-ce qu'on peut vraiment se rapprocher et prendre une photo sans que les gens vous voient? C'est une astuce. C'est la magie de la photographie. L'une des premières choses qui se passe dans la photographie, c'est l'idée du cœur de cible. Vous tirez la flèche et vous ciblez le centre. Et beaucoup de photographies sont faites au début en essayant de vraiment cibler le centre, comme si en ce faisant, vous allez obtenir la photographie que vous recherchez. Mais cela nécessite un peu plus de réflexion pour commencer à créer une image sur les choses qui sont partout dans le cadre. Et cela fait partie du fait de grandir avec des appareils. Vous commencez à poser des questions sur les manières dont les photos fonctionnent. Quelle est la proximité? Quelle est la distance? Est-ce que quelque chose doit être au centre ou partout? Où est-ce qu'on place le point central? Et qu'est-ce que cela vous raconte? Qu'est-ce que cela vous donne en retour quand vous avez fait cette photographie? Donc le processus de la photographie, il s'agissait de repousser les limites afin de ne pas forcément cibler le centre à chaque fois. Et une photo telle que celle-ci était un effort pour un jeune homme de se détourner de l'image centrale et d'essayer de le répartir. C'est passionnant de faire ça. C'est un peu dangereux de quelque sorte. En quelque sorte, ça ne vous apporte pas une satisfaction immédiate. Il faut apprendre à être satisfait. Je pense qu'une partie du fait de grandir en tant qu'artiste en utilisant un appareil photo, c'est qu'il faut repousser ses limites et trouver ce qui vous satisfait. Quoi d'autre vous satisfait? Sinon, vous ne grandissez pas, vous restez sur le même plateau, au même niveau pendant très longtemps. J'aime ça, mais... Encore. Quelque part, au milieu de 1963, je suis allée voir Gary Whittagram. Nous étions tous les deux du Bronx. Il était de 10 ans mon aîné. On se rencontrait tous les jours. Je le voyais sur la 5e avenue tous les jours. Un jour, on s'est rencontrés dans le métro. 2 hommes qui allaient vers le Bronx pour rendre visite à leur maman. Et on s'est reconnus mutuellement. Et Gary a dit, mais viens chez moi, je vais te montrer quelques images. Et quand je me suis rendue à son appartement, c'était des tas d'images. Chaque boîte Kodak avait 250 images et les boîtes montaient à ce niveau-là. Donc, chaque pile représentait 1500 photographies. Et Gary m'a donné 250 et il m'a dit, tiens, regarde ça. Et je l'ai fait. Et au fur et à mesure que je feuilletais ces images, j'ai vu que l'on pouvait regarder une image, 2, 3, 4, et ensuite revenir et regarder de nouveau pour voir quel était le lien avec le premier et faire les liens. Le type de choses que l'on ne fait pas quand on montre des diapos. Une diapo après l'autre. Et donc, je me suis dit, si je veux voir mes photos et travailler avec eux, il va falloir que j'apprenne à tirer du noir et blanc, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire des tirages en couleur soi-même. C'était beaucoup trop onéreux, trop inconsistant et impossible à faire dans sa chambre noire à la maison. Et qui avait l'argent pour le faire de toute manière? J'avais plus de boulot, j'avais quitté mon boulot. Et donc, j'ai commencé à prendre des photos noir et blanc. Et le monde est drôle pour moi. Ou des fois, ça a l'air un peu compliqué, cette image. Je l'ai fait qu'une année après mes débuts en tant que photographe. Et à ce moment-là, le musée d'art moderne avait un nouveau directeur qui s'appelait John Sarkowski, qui est responsable
d'avoir amené le niveau de reconnaissance de la photographie que nous avons maintenant. Et cette photo était dans la première exposition au musée de l'art moderne, et cette expo s'appelait L'œil du photographe, et il a mis cette photo à côté de la photo de Robert Frank d'un homme avec un tuba. L'instrument musical. Et il mettait ma photo à côté de la photo de mon héros. Donc vous imaginez à quel point j'étais enthousiasmée. Est-ce que vous imaginez? Eh bien, c'était très excitant pour moi. La ville de New York est tellement bien éclairée le soir que l'on peut aller prendre des photos dans les lieux tels que Times Square la nuit. Donc la journée était prolongée et ça ne représentait pas que 7 ou 8 heures de lumière du jour, mais encore 3 ou 4 heures la nuit. C'est ça le type de fin qu'ont les jeunes photographes. Même aujourd'hui, quand je parcours les rues d'Arles, je ressens la passion et l'engagement de la part de tellement de photographes à travers le monde. Et c'est merveilleux d'être ici et de voir votre travail et ces lieux à travers la ville. C'est un festival incroyable et c'est un hommage à la puissance de la photographie. L'image figée qui nous donne tellement de plaisir et qui satisfait notre curiosité, qui nous libère de nos conventions et nos conceptions. L'une des choses qui me plaît dans la photographie, il y a quelques images un peu plus tard aussi, mais il y a une sorte d'ambiguïté, même si un photographe est très spécifique et détaillé. Une photo est très spécifique et détaillée. Vous montre exactement ce qui se passe, parce que c'est tout ce que ça fait. Quand on appuie sur le bouton, cela décrit exactement ce qui est devant l'appareil photo. Mais on n'est jamais vraiment sûr de ce qui se passe dans cette image. Y a-t-il un danger? Est-ce que c'est un peu de pédophilie qui se passe ici, l'homme qui essaie d'attirer la petite fille, ou est-ce que c'est juste une petite fille qui est fatiguée et quelqu'un qui dit « Viens, on va rentrer à la maison ». Donc on ne sait jamais vraiment tout à fait. Eh bien, elle n'a pas de téléphone portable, hein, donc elle doit être en train de lire un bouquin. Vous vous rappelez les livres? Eh bien, on le dira un jour. Vous vous rappelez ces choses qu'on pliait? Ils mettaient des photos dedans? Qu'est-ce qui lui était venu à l'esprit? Je pense que j'ai juste passé. Vous savez, quelquefois, il y a des photos qui sont des points de bascule. Vous voyez quelque chose et qui résonne en vous. Vous répondez, mais vous n'êtes pas certain de savoir pourquoi, de quoi il s'agit. Et plus tard, vous le voyez dans la chambre noire ou sur votre planche contact et cela vous parle de manière beaucoup plus puissante que toute autre chose. Et en fait, cela vous dit, venez par ici, j'ai un secret à vous dire. J'ai quelque chose d'autre à vous montrer. Et si vous acceptez la voix de cette photo et que vous suivez l'instinct qui vous l'a amené à le faire, ensuite vous allez peut-être développer la prochaine couche de votre croissance, votre intelligence.
votre poursuite visuelle de l'inconnu. C'est comme rentrer dans un mystère quand une nouvelle photo vient vers vous. Et je me rappelle, j'étais à Aspen, dans le Colorado. Je parcourais l'Amérique en 1964 et j'étais chez un ami et je me rappelle, je me suis réveillée, je couchais dans un sac de couchage par terre et je me suis levée, je regardais par la fenêtre et je regardais le rideau qui volait dans le vent et je voyais cette bande d'ombre qui me révélait ce qui était à l'extérieur et c'était comme un palmier qui balançait dans le vent et j'étais fascinée. Devais avoir l'air bête tout le matin, mais j'avais toujours l'appareil photo à portée de main. Donc, j'en ai fait une photo en me disant que c'était magnifique pour moi. C'était très, très beau. Et ce qui est fascinant dans ce médium, la photographie, c'est que chacun d'entre nous identifie ce que nous trouvons beau, ce qui fait sens pour nous. Nous avons donc une manière de partager cela avec toute autre personne qui regarde vos photos. Mais il faut croire que c'est suffisamment important pour vous pour vous engager à faire cette photo, de l'accepter comme une nouvelle forme de beauté. Ça, c'est comme une pub classique pour l'immobilier. C'est une maison d'angle qui a tout. Double garage, clôture autour, la maman et l'enfant assis dehors et qui s'ennuient à mourir et qui se demandent ce qui se passe dans leur vie. C'est à ça que ça ressemblait pour moi. Je ne sais pas si c'était le cas ou non, mais c'est l'interprétation que j'en ai faite. Donc, si vous pouvez voir cela et que vous pouvez en dire quelque chose, c'est peut-être ça donc que communique l'image. Vous pouvez tout acheter aux États-Unis. Allez au congélateur et sortez ce que vous voulez. Je pense qu'il faut avoir un sens de l'humour en tant que photographe parce que le monde est fou et vous livre toujours des plaisirs inattendus, des plaisirs visuels. J'aime toutes ces parties de l'image, le théâtre de mannequin, l'arche, l'image sur l'écran même. Ce petit miroir rond qui est là-haut, c'était une petite pièce de rien du tout dans une petite maison à Jersey qui a livré un moment de magie. Pourquoi marcher quand on peut être porté? Pourquoi est-ce que mon chien mettrait une patte par terre sur les rues sales de New York? Pourquoi est-ce que n'importe qui à Paris aiderait cette personne qui est tombée par terre? Donc en 1966, j'ai gagné un peu d'argent dans le monde de la pub. C'est comme ça que je gagnais ma vie parce que je peux vous dire, il n'y avait pas moyen de vendre les photos dans la ville de New York dans les années 60. Une fois, j'ai vu une expo de Ansel Adams, le grand
maître de la photographie américaine. Et lui, il avait une exposition dans une laverie chinoise, dans un sous-sol de Greenwich Village. L'espace était, je ne sais pas, faisait peut-être 3 mètres et demi de large par 5 mètres de long. Et voici les photographies d'Ansel Adams qui vendaient pour $25 chacune. Et personne ne les a achetées. C'est à ce point-là qu'ils adoraient la photographie dans les années 60. Donc il n'y avait aucun espoir du tout de gagner sa vie en tant qu'artiste photographe. Si vous prenez des photos, vous le faisiez par amour, l'amour du médium, des surprises que cela génère, l'amour d'en discuter avec ses amis les plus proches. C'était une sorte de passion que je pense est rare aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'explosion de la photographie et la popularité de la photographie. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de compétition entre les photographes. Nous étions tous là pour la même raison. Nous adorions le jeu du voir. Tout à fait. Particulier, spécial, parce que aujourd'hui tout le monde arrive avec un appareil photo et prend des photos dans ce musée, à la galerie, ou l'exposition de Basile. C'est notre époque. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Je ne voudrais pas le faire. C'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Mais à cette époque-là, il était très difficile de vendre une photo. Et donc, la plupart des photographes que je connaissais, Robert Frank, Gary Renovan et Friedlander, ont tous gagné leur vie dans la pub ou dans l'industrie des disques ou la mode. Et moi, j'ai gagné ma vie à faire des campagnes de publicité et j'ai pris cet argent et je me suis rendue en Europe. Je suis venue ici pendant 1 année. J'ai vécu en Espagne pendant 6 mois avec des gitans. J'ai voyagé, j'ai parcouru l'Europe. J'ai pris 600 rouleaux de films, la moitié en couleur, la moitié en noir et blanc. Et une partie du meilleur travail que j'ai fait, c'était en France. Bien que ça, c'est l'Espagne. Mais il y avait quelque chose. Le fait d'être ici, ça m'a appris quelque chose. Donc, je dois beaucoup à cette année en Europe. Je pense que ça, c'est un autre exemple de quelque chose qui est ambigu. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Il n'y a pas d'histoire, mais quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une puissance, un sens. Mais il n'y a rien qui se passe. Et c'est là où la photographie peut réellement vous donner une manière toute neuve de regarder vos propres travaux. Je pense que dans mes photos, vous pouvez voir que le moment de la prise, cette observation instantanée d'un moment rempli d'humour ou d'un moment où les choses sont en transition, c'est quelque chose qui est très attrayant à faire avec un appareil. C'est comme, ça vient des tripes. Si on le fait suffisamment, et le monde devient beaucoup plus précis, vous voyez davantage de choses, vous identifiez les choses à des niveaux différents en même temps. Nous, les êtres humains, nous avons une capacité incroyable de voir jusqu'à là. Vraiment, quand je vous regarde et je fais cela, je vois mes doigts qui bougent. Donc, on peut voir pratiquement 180 degrés. C'est comme ça que la race humaine a survécu pendant des milliers d'années, parce que nos instincts sont énormes. Et la photographie s'appuie sur ces instincts primitifs de manière moderne.
Ça, c'est une image carte postale assez ordinaire, mais qui, pour moi, avait beaucoup de signification. C'était à Versailles, juste à côté de Paris. C'était une journée pluvieuse. Il n'y a rien qui se passait, mais j'étais attirée par la qualité de cette mise en scène. Et je me suis rendu compte également quand j'ai vu le film, quand j'étais revenue à New York, que ce petit morceau de Kodachrome qui faisait cette taille, en fait, a rendu chaque brique dans les cheminées, chaque tuile sur les toits, chaque ardoise. Et je me suis dit, je veux tirer des grandes photos. Je veux pouvoir tout voir. Je ne veux pas juste faire ces petits tirages. Je ne veux plus faire que des petits tirages. Et je veux le faire en couleur. Et cette image, des années plus tard, m'a amené à travailler avec l'appareil grand format, large vue. C'était un point tournant de ma vie. Et parfois, une photo rentre une clé dans votre esprit, elle tourne jusqu'à ce que vous entendez la serrure s'enclencher. Et donc, je pense que ces images du moment de bascule sont très importantes à conserver. J'étais chanceux ce jour-là de trouver le seul tourneur de film à 3 bras à Paris. Parfois, le plus petit détail fait que vous commencez à voir les choses d'une certaine manière. Je me rappelle ce moitié d'homme sur le trottoir et ce petit garçon qui est venu et qui a versé de l'eau pour qu'il puisse se laver les mains. Et ce que j'ai vu, c'est la manière dont les genoux du petit garçon étaient verrouillés ensemble afin qu'il pouvait rester le plus immobile possible pendant qu'il versait ce jet sur les mains de cet homme. Et je pensais que c'était un tel geste de respect et le soin de ne pas salir sa veste. Et pour prendre une photo à partir de la plus petite observation est une très grosse récompense parfois. Et pour moi, c'est une des photos. À chaque fois que je la vois, cela me rappelle l'humanité, la dignité de ce petit garçon dans une ville turque très éloignée de tout et qu'il a pu transmettre à cet homme. C'est ça la beauté. Pendant mon séjour en Europe, j'ai conduit partout en voiture et j'ai toujours porté l'appareil photo sur mes genoux. Et je prenais des photos tout en conduisant. D'abord parce que c'était un défi intéressant. Et deuxièmement, parce que quand vous êtes en voiture, la voiture est un appareil photo et la fenêtre, c'est votre objectif. Et vous voyez le monde qui passe, comme si c'était sur un écran de cinéma. Et 3, si vous arrêtez la voiture quand vous voyez quelque chose, d'ici à ce que vous descendez de la voiture, ce serait parti. Donc le fait de photographier en mouvement, pour moi, c'était très important. Et j'ai fait sans doute 4000 prises par cette fenêtre pendant l'année. Et en revenant à New York, John Tcharkovsky, à MoMA, m'a fait une exposition pour moi tout seul de ces images parce qu'il pensait que c'était une forme précoce de photographie conceptuelle parce que je l'ai fait en tant que pratique au quotidien. Partout où j'allais avec ma voiture, je portais l'appareil photo. Mais il y avait beaucoup de risques qui étaient impliqués.
dans ce processus et je suis reconnaissant à cet homme de l'avoir reconnu parce que je savais que c'était risqué et je savais que c'était marginal, que j'allais peut-être pas obtenir des images très intéressantes parce que les choses étaient très éloignées et que je roulais à 100 km/h. Qu'est-ce qu'on peut voir? Mais l'appareil photo le réussit. L'appareil photo est un outil incroyable pour saisir, capturer ces moments éphémères. Il m'a dit, John m'a dit, c'est la dernière photo nécessaire de ce paysage. Bon, est-ce que vous êtes prêts à être surpris? Peut-être pas pour vous, mais c'était une grosse surprise pour moi. Parce que la photographie en couleur était si importante pour moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi la couleur. Et donc, pendant quelques années, je portais deux appareils Leica, l'un avec le Kodachrome et l'autre avec Triax. Chacun avec un objectif de 35 mm. À chaque fois qu'il y avait l'occasion de faire un doublon d'image, j'essayais de le faire. Et chaque image, les images ne sont pas exactement les mêmes. Il y a de légères différences, mais cela m'a donné l'occasion plus tard de comparer les deux et de me poser la question, qu'est-ce qui est plus important pour moi? Qu'est-ce qui me raconte tout ce que j'ai besoin de savoir, que je veux savoir sur le monde? Et pour moi, c'était la couleur. Et quelques années après avoir fait ça, j'ai arrêté de prendre des photos en noir et blanc. Complètement arrêté. Peut-être 10 années de noir et blanc. C'était tout ce que j'avais fait de noir et blanc. Mais j'ai créé beaucoup de ces doubles. Et récemment, on a parcouru les archives à New York et on a trouvé 130 plus ou moins paires d'images que nous assemblons maintenant dans un ouvrage. Ma partie préférée, c'est là où se trouve le pieu dans l'ombre. Non, on oublie cela. Ma partie préférée, si vous regardez le dessous de l'aéronef. Dans l'image noir et blanc, c'est juste gris. Mais si vous regardez la partie en couleur, c'est vert en dessous. Et donc l'océan a envoyé sa couleur sur la partie inférieure de l'aéronef qui réfléchit la couleur. Et pour moi, ce petit détail, c'est comme une petite note de musique qui est presque perdue dans un morceau d'orchestre. Mais vous entendez ce petit son. Et c'est ça que peut faire la photographie en couleur. Cela vous rend le fait qu'il est sur un toit vert et non pas un toit gris. Et qu'il y a un aéronef argenté avec un fond en couleur verte. Ça, c'est l'orangerie à Paris. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose ici? Robert Frank, oui. Et quand je faisais du stop de New York à Orléans, je venais de voir le livre de Robert il y avait quelques mois. Et à ma grande surprise, j'étais dans la rue à New Orleans et le tramway est passé et j'ai vu une image comme l'image de Robert Frank, mais j'étais choquée de voir
ces couleurs. Donc quelque chose est arrivé pour moi. C'était comme une plaisanterie. Donc la photo en noir et blanc que je pensais être la réalité s'est avérée être quelque chose de tout à fait différent. Donc cela m'a encouragé à continuer à faire ce type de photographie. Moi, j'ai le même ressenti. J'en ai marre et je suis prêt à partir. Amène-moi me promener, je dois faire pipi. C'est ça que dit le chien. J'ai bien entendu ce qu'il a dit. Lequel préférez-vous? Donc, il faut que j'avance un peu. Quand je suis revenu d'Europe, on m'a donné une bourse Guggenheim parce que les États-Unis à ce moment-là étaient imbriqués dans la guerre de Vietnam. Merci beaucoup à la France de nous avoir donné cela, offert cela, si vous vous rappelez. Et on m'a donné cette bourse pour parcourir l'Amérique et voir comment ce que faisaient les Américains pour leurs loisirs. Les loisirs, c'était un nouveau concept. C'était à l'époque où il y avait une classe moyenne aux États-Unis. Ils prenaient la retraite parce qu'ils avaient de l'argent à la banque. Et personne au milieu des États-Unis. Voilà. Personne ne semblait vraiment prêter attention à la guerre du Vietnam et ce qui se passait. Moi, j'essayais de photographier cette attitude aux États-Unis. Donc, j'ai parcouru le pays et je regardais comment les gens jouaient, comment est-ce qu'ils menaient leur vie de loisir, alors qu'il y avait une guerre qui tuait 50 1000 soldats américains. Pour moi, c'était un corpus de travail. Et on espère qu'un jour, on va le publier. Je me rappelle, je l'ai amené à une maison d'édition à New York, Aperture Presse. Et le directeur de l'entreprise à l'époque a gardé le livre pendant 2 ans. Et je suis revenue et j'ai dit, bon, rends-moi mon livre. Vous n'allez pas le publier. Et il me dit, je ne peux pas le publier, c'est trop dur. Et il me dit, et en plus, il n'y a que 3000 personnes dans le monde qui achètent des livres photos. Il m'a dit, on ne va jamais récupérer notre mise. Et ensuite, il a dit, si Robert Frank venait me voir aujourd'hui avec les Américains, je ne pourrais pas le publier. Et je me suis dit, waouh, un livre qui mérite de l'être doit être publié, mais apparemment non. Bien, ce garçon, il aura besoin d'un thérapeute, je vous le promets. Hein. Ça, c'est l'expression, un message un peu ambigu. Et dans cet ouvrage sur les États-Unis, j'ai essayé d'insérer tous les 7 ou 8 images, quelque chose un peu comme une image de guerre, des croisées de rues, des lancements de navires de guerre avec l'encre faite d'œillets. Je souhaitais maintenir ce niveau de désespoir et de violence
au sein du système américain. Et j'ai vu l'Amérique. Comme dans cette photo, je voyais l'Amérique qui s'effondrait de quelque manière, qui s'effritait, de voir ces deux femmes qui étaient sur cette herbe alors que leur maison tombait en ruine derrière elles. C'était une espèce de folie. Et elle désherbait pendant tout ce temps-là. Quelque part, aux alentours de 1971 ou 72, j'ai décidé d'essayer de m'éloigner de l'incident que l'on saisit. Comme ça, je trouvais que l'incident, les choses drôles que l'on voit dans la rue, quand ces incidents deviennent le point focal de la photo, c'est comme si vous ne racontez qu'une plaisanterie, une anecdote. Et je voulais voir s'il était possible de m'en éloigner, de faire des images sur tout ce qui était dans l'espace, de ce qui était devant jusqu'à ce qui était derrière et tout autour. Je souhaitais faire une photographie plus complexe qui ne dépendait pas d'un incident drôle ou d'une interaction. Et c'est une chose difficile que de renoncer au jeu. La chose que vous avez appris à faire pendant longtemps. Mais une fois que vous avez maîtrisé quelque chose, il est important de pouvoir le relâcher. C'est la seule manière de pouvoir grandir en tant qu'artiste. Et donc, j'ai commencé à prendre des photos où je cherchais à vider le centre de contenu. J'essaie de pousser les choses vers les bords, de me détourner de choses qui étaient trop attractif ou séducteur. Je voulais faire des images plus complexes, plus convolues, mais néanmoins les rendre intéressants. À peu près à cette époque, avec cette photographie, j'étais à un moment où il me fallait plus. 35 mm, c'était fantastique, avait une belle définition, mais si je voulais faire de grands tirages, il fallait que j'aille au-delà du 35 mm à un appareil grand format. Donc, je suis allée acheter 8 par 10 pouces, 20 par 25 cm. Et j'ai commencé à prendre des photos qui prenaient un temps différent. Ce n'était pas des instantanés comme on prend dans la rue, mais c'était une question de lumière, d'espace, de couleur, de profondeur. Et ces images étaient beaucoup plus petites. C'était comme si j'avais deux langues d'un seul coup. Le bebop jazz de la rue et le tempo classique d'un appareil grand format. Et c'était une éducation riche pour moi de laisser derrière moi, pas complètement, mais pendant une période, la chose que j'avais le mieux appris à faire. L'une des premières choses qui s'est révélée à moi grâce à cet appareil grand format, c'est que le temps n'était pas instantané en un millième de seconde, mais le temps, c'était de nombreuses secondes ou même des minutes. Et que vous pouviez regarder dans l'obscurité à la fin de la journée, entre chien et loup, ce moment où l'obscurité qui arrive vous livre des informations. Et donc, j'ai commencé à prendre des photos qui avaient ces qualités, qui possédaient ces qualités.
des piscines à côté de la mer. Pour moi, semble être la mesure parfaite d'entre chien et loup. Le connu et l'inconnu, l'apprivoisé et le sauvage, la tranquillité de la piscine et le côté sauvage de la mer. Tout à la tombée de la nuit. Et j'ai fait une longue série de ce type de liens et de combinaisons parce que je pensais, pour moi, c'était une idée, c'était... Bon, on peut changer. Donc, pour moi, c'était des photos de différentes commandes que j'avais à Saint-Louis, à New York et à d'autres endroits, où l'appareil grand format était une méthode alternative pour moi pour voir à quoi ressemblait le monde qui m'entourait. Je ne sais pas, quelque chose de tellement joli dans cette image, la géométrie qui est dessinée sur ce faux gazon, la précision, le paysage américain. Comment est-ce qu'on sait si ça est-ce que ça s'est produit pour vous? Je pense que oui. Quelquefois, vous prenez des photos et vous mettez un tirage au mur juste pour garder un œil dessus. Et j'ai mis cette photo et la suivante sur le mur de mon studio. Et pendant cette année, j'ajoutais des photos, j'en enlevais, mais ces deux images, ces deux portraits sont restés. Et je me suis rendu compte qu'il s'est produit quelque chose, que je n'avais jamais vraiment fait des portraits. Il y avait des photos dans les rues qui contenaient des personnes, mais il ne s'agissait pas forcément d'un portrait où on allait voir quelqu'un et on leur disait « j'ai besoin de vous, je veux vous photographier ». Mais en portant ce grand appareil, je suis devenue invisible, alors que quand j'avais un 35 mm, j'étais en quelque sorte invisible. Et maintenant que les gens me voyaient, ils venaient me voir et me disaient « Pourquoi est-ce que vous utilisez ce grand appareil? Pourquoi est-ce que vous mettez ce tissu sur votre tête ?» J'avais une présence différente. Et cela m'a obligée à regarder, ça a fait que je regardais les gens de manière différente, très différente. Et j'ai commencé à voir à quel point chacun d'entre nous est intéressant et différent. Et donc j'ai commencé à faire des portraits. Et j'utilisais cet appareil. Et si quelqu'un a croisé mon chemin, quelqu'un dans la présence était là, je vais lancer ça au public. Si quelqu'un rentrait dans mon espace et me paraissait intéressant pour je ne sais pas quelle raison, qu'elle soit timide comme cette jeune femme ou si ces personnes étaient fortes ou agressives, peu importe, tant que ces personnes me donnaient l'impression d'avoir un lien avec eux. Nous, on l'a vu partout à Arles, n'est-ce pas? Donc, dans l'espace de 2 années, j'ai sans doute fait pratiquement 1500 portraits d'inconnus
une photo chacun. Des personnes dont la vie semblait être suffisamment intéressante pour pouvoir rentrer dans leur espace, de leur parler, d'essayer de savoir des choses sur eux. Une fois, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que ça t'est arrivé d'arriver à un cul-de-sac avec vos photos où les choses ne marchent pas? Et oui, ça c'était un de ces moments pour moi. Je posais une question avec cet appareil grand format sur le temps et l'espace. J'ai essayé de prendre une photo où un espace était divisé en 3 photos séparées dans lesquelles la ligne d'horizon était le lion. Et j'ai fait cette série, mais ça donnait l'impression que je devais être directeur afin de faire ces photos. Et j'avais passé toute ma vie dans les rues à prendre des photos de choses que je ne pouvais maîtriser. Et je n'étais pas certain de pouvoir faire des photos qui avaient un sens si je les dirigeais. J'étais comme un directeur d'Hollywood qui pouvait créer ces espèces de tableaux vivants de mise en scène. Donc, pendant une année, j'ai fait ce type de photos, des photos un peu compliquées, drôles, et à un moment donné, je me suis détournée, je me suis dit, c'est un cul-de-sac, ce n'est pas pour moi. Et maintenant, à cette époque de l'ère photographique, il y a beaucoup de personnes qui font ce type de photographie d'assemblage dans lesquelles la fiction ou la narration fait partie du jeu. Eh bien, on va faire une toute petite pause ici. Parce qu'en 1955, mon père, qui avait 89 ans, a développé un Alzheimer. Il a commencé à divaguer, à perdre ses clés. Et je me suis dit, il y a des milliers de personnes qui souffrent d'Alzheimer et je voulais voir si je pouvais faire quelque chose pour cela. Donc, j'ai décidé de faire un voyage avec mon fils. Donc, 3 générations de ma famille, avec 30 années d'écart entre chaque génération. Et donc, j'ai fait un film qui a été visionné par plus de 40 millions de personnes, montré en France, en Allemagne, en Italie, dans tous les festivals aux États-Unis. Mais on a décidé de mettre 3 minutes. Est-ce que vous pouvez tenir 3 minutes? Ma femme a écrit et a joué cette musique, cette bande-son pour le film. Yes. I want to ask you 2 questions about the family. About our family? About our family. Yes. You've got 3 sons. Yes. What are their names? Ricky. Joel. And who's your youngest son? The youngest one is, I think it's David. I don't remember the name anymore. Joel, Rick, and... Joel, Ricky, and... Yeah. Stevie, okay. Yeah. Do you know what Rick does to make a living? What his career is? Well, he tries to do a lot of stuff. If you were following me, he'd be doing it on the crook. But, what's he famous for? Ricky? Yeah. Well, in first place, he's my kids. You are also. And because that alone gives you enough fame. So you don't know what Rick does? Rick is
half-time or part-time, Beck, that book. Try to think about what Rick does. Rick is an artist. Right. You got it. Not? What? You got it right. And I'm Joel. What do I do? You're a doll. You're my best number one. Oh, get serious, Pop. Do you remember what it is I do? I can put it this way, Pop. From down what is it I do, Pop? That is a... no, not that. What do I do? You make money. That's how you want to take the video straight off the street. Okay, what about Stevie? I don't know. Does it bother you that you can't remember your kids' names sometimes and you can't remember what they do? Well, I tell you, yeah. I see them. Hello. Goodbye. C'était un grand monsieur et il y avait des moments de sagesse. Comment est-ce que cet homme, dont la mémoire flanchait vraiment, il m'a dit, et c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est un autre point de départ. Je suis allée le voir en Floride quand on m'a dit qu'il s'était perdu de nouveau. Et je me suis assise avec lui et il m'a dit, tu sais, Joe, le problème avec moi, c'est que je n'arrive jamais au point où j'en arrive au point. Et c'était comme si j'entendais le message qu'il était là-dedans, qu'il savait qu'il se passait quelque chose de travers, mais il n'arrivait pas vraiment à le gérer. Mais il a communiqué. Il me l'a communiqué. À ce moment-là, je me suis dit, bon, moi, il faut que je fasse un film sur lui parce qu'il sait que quelque chose va mal. Et c'est mon travail d'essayer de rendre un service public et de montrer ce film. La situation d'Alzheimer à des familles à travers le monde afin qu'ils puissent aider leurs grands-parents ou leurs parents quand il déclare cette maladie. Et je me suis engagée à 3 années de travail, à trouver les fonds, à tourner le film, à monter le film, à distribuer le film. C'était un travail ardu. Demandez tout producteur de films, ils vont vous raconter la même histoire. Mais ça en valait vraiment le coup. Et j'ai appris quelque chose sur une conscience sociale qui, je pense, est très importante dans le développement tardif de mon travail. Ah, on est de retour. Merci. Je vais avancer parce qu'il se fait tard. Et il faut accuser cela parce qu'à chaque fois que j'appuie sur le bouton, il faut que je l'appuie 4 ou 5 fois pour passer à la prochaine image. Donc ça a pris pas mal de temps. Donc, pour continuer avec ce grand format, une espèce de simplicité est devenue désirable pour moi. Réduire les choses, se débarrasser du plus d'informations possible, juste essayer de trouver la simplicité dans ce cas du ciel, la ligne d'horizon et de l'eau. Pendant de nombreuses années, j'ai fait des photographies en couleur, comme Sugimono avec le noir et blanc, juste de la rareté de ces éléments, de l'air et de l'eau, au fur et à mesure qu'ils changeaient. Si vous restez en bord de mer, combien pouvez-vous voir? Combien de choses différentes sont visibles dans une division simple de haut et de bas, d'air et d'eau?
En même temps, j'avais un studio au centre de Manhattan et je photographiais une série en regardant au sud depuis ma fenêtre. C'était la vue de mes fenêtres. Et je l'ai photographié régulièrement pendant une quinzaine d'années. Et l'été de 2001, j'ai préparé une exposition qui s'appelait Regard vers le sud, de ces photos dans une galerie à Soho. Et ensuite, nous savons tous ce qui s'est passé en 2001. Les bâtiments qui figuraient dans mes photos ont été détruits. Et j'ai eu ce même ressenti que j'ai eu sur l'Alzheimer de mon père. Je me suis dit, en tant que natif de New York, je voulais rendre service. Je voulais voir si je pouvais aider de quelque manière que ce soit. Et je me suis rendue à Ground Zero. En tant que spectateur, en tant que citoyen. Et je suis restée là à regarder la fumée qui s'envolait. Et j'ai levé mon Leica juste pour le regarder à travers. Il n'y avait pas d'image à prendre. Et dès que j'ai levé l'appareil photo, quelqu'un derrière moi m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Pas d'image, mec. C'est une scène de crime. » Et je me suis retournée et je lui ai dit « Attends une minute. Il s'agit d'un espace public. La scène de crime est là-dedans. Ne me dis pas que je n'ai pas le droit de prendre une photo. » Elle m'a dit « Je vais vous enlever cet appareil photo. » Le maire a dit « Pas de photo. » Et à ce moment-là, j'ai compris ce que je pouvais faire. Je me suis dit on n'a pas le droit de faire de photos, ça signifie qu'il n'y aura pas d'enregistrement de ce qui s'est passé. Et je me suis dit, l'histoire mérite d'être enregistrée et que moi, je serais celui qui allait trouver un moyen de rentrer pour enregistrer tout cela. Et je l'ai fait, j'ai pu exploiter, il faut me pardonner, mais ma connaissance de la rue pour comprendre comment les battre à leur propre jeu et comment contourner la pression politique qui voulait que personne rentre dans cette zone. Et j'ai gagné. Je suis restée à Ground Zero pendant 9 mois. Et j'ai pris 8500 photos de tout ce qui se passait au sein de Ground Zero. Et pendant ce temps, avec les pompiers, des ouvriers du bâtiment, des policiers, j'ai vécu une drôle de vie, 14 heures par jour au sein de Ground Zero, qui me rajeunissait. J'avais l'impression d'être jeune de nouveau. J'avais le même appétit de passion pour prendre des photos que je ressentais au début de ma carrière. C'était sans prix parce que tout le monde, quand on est professionnel dans quelque chose et que l'on progresse, on a un degré de compétence et on s'y installe. Il y a quelque chose qui arrive et qui vous renverse, qui vous choque. Et vous ressentez de nouveau cette vitalité. Et ça en valait la peine. Cette époque est une époque tout à fait mémorable pour moi. C'était les journées les plus heureuses de ma vie. Malheureusement, il a fallu une tragédie de ce type, mais l'expérience du travail avec ces hommes et ces femmes dans Ground Zero m'a tellement apporté, affecté ma vie, parce que beaucoup du travail que je fais a un contenu beaucoup plus social maintenant. Moi, je pense que quand j'ai fini cela, et si le bouton fonctionne, je vais m'arrêter là dans quelques instants. L'une des choses que j'ai vues à Ground Zero, c'est que chaque jour, à la fin de la journée de travail, ils mettraient tous les gravats
sur un grand champ qui faisait plus d'une centaine de mètres de long. Et ensuite, il passait au tamis ses gravats en cherchant des ossements, des dents, quelque chose qui leur donnerait un indice ADN de qui était cette personne morte. Et un jour, j'ai vu un pompier qui passait le râteau et je suis allée le voir et je lui ai dit, tu fais ça tous les jours? Et il dit, oui, on cherche nos confrères, nos pompiers, collègues et d'autres victimes. Et il me disait, nous sommes des jardiniers dans le jardin des morts. Et je me suis dit, bon, ça c'est quelque chose. Le fait qu'il se voyait faire cela. Et j'étais tellement touchée par ce tas de gravats. Et je me suis dit, c'est incroyable que je voulais prendre une photo de cela. Et en même temps, que le 11 septembre, ma femme et moi-même avaient reçu une commande pour faire un travail sur la Toscane. Et j'ai dépensé l'avance de l'éditeur au sein de Ground Zero. Et il a fini par me dire, il faut que tu ailles faire le projet sur la Toscane. Et au mois de janvier, le site était tranquille pendant quelques semaines. Et j'ai pris un avion pour aller en Toscane. Et l'une des premières choses que j'ai vues l'hiver, en Toscane, c'était ce champ qui avait été retourné. Et il y avait du givre sur la terre. Et j'ai ressenti. N'oubliez pas que c'était une époque où le terrorisme devenait notre pain quotidien. Et j'ai eu l'impression qu'en Italie et dans la campagne, ici en France également, que les personnes qui travaillaient la terre avaient une attitude positive, un sens du bon, de la continuité, l'idée que la vie allait continuer. Je me suis dit, on va faire un ouvrage sur la Toscane, mais essayons de trouver toute la beauté qui vient d'une absence de crainte, non pas du terrorisme, mais du bon que contient le monde de manière consistante. Et ça, cette idée de photographier de la terre m'a amené à penser aux éléments et à photographier l'air. Ou l'eau. Ou le feu. Et je me suis dit, est-il possible que je puisse photographier le phénomène d'air, d'eau, du feu et de la terre et de le rendre intéressant, faire en sorte que les images soient tellement grandes que l'on pourrait rentrer dedans. J'aurais voulu que ce soit aussi grand et aussi beau, afin que l'expérience du spectateur serait de rentrer dans le phénomène lui-même. Et je ne sais pas si ce serait une réussite ou non, mais c'est une question. Et c'est ce qui rend la photographie intéressante, c'est que cela soulève ce type de questions et on y répond avec une photo risquée. Et quelquefois on a tort, mais cela vaut le coup de poser la question, de dépasser les frontières de la photographie afin de peut-être trouver une nouvelle réponse, peut-être de prendre un nouveau type de photo pour vous-même. Donc, il n'y a pas de conclusion, vraiment. C'est juste la prochaine chose dans les questions soulevées par ce médium. Pendant que je pensais à ces questions, ça va? Est-ce que je continue ou est-ce que vous n'avez pas trop froid? Je vais passer avec ma veste. Parce qu'il me reste 3 minutes. Est-ce que vous pouvez supporter 3 minutes encore?
Même 5? D'accord, je suis tout à vous. Pendant que je réfléchissais à cette idée des éléments, j'allais faire une expo à Cologne et j'ai décidé que je voulais faire une vidéo sur les éléments. Et je suis allée à une piscine olympique de plongée en Floride parce que je voulais regarder les plongeurs pénétrer dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi, j'en avais envie. Quelquefois, ça arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je reviens en arrière? Ah, c'est magique. Il suffit de le dire et on revient. Ça, c'est le tour du chapeau. Donc, je regardais les plongeurs qui pénétraient dans l'eau et à chaque fois qu'ils pénétraient, ils amenaient un volume important d'air. Et l'air dans l'eau, une fois que le plongeur a pris ses distances, allait former un champignon, monter à la surface et disparaître. Et cela a renforcé mon idée sur les éléments, sur l'eau, l'air, le feu. Et quelquefois, une idée, on la suit et cela vous crée une autre opportunité. De là est sortie une vidéo intéressante que je ne vais pas vous montrer parce que je ne l'ai pas avec moi. Donc, on revient au chapeau. Ça, c'est le chapeau de Cézanne. Pas très loin d'ici, à Aix-en-Provence, vous allez voir ce chapeau placé sur une étagère dans le studio de Cézanne. Et pendant que je travaillais sur Provence, il y a quelques années, je me suis rendue dans ce studio et j'étais tellement touchée par le fait qu'il avait peint les murs en gris, un gris foncé, et que je me suis demandé ce qu'il avait à l'esprit. Pourquoi avait-il besoin qu'est-ce qui a fait qu'il a peint les murs en gris? Et donc, comme moyen de l'observer, je leur ai demandé si je pouvais prendre l'ensemble de ces objets, les mettre sur la table et les photographier avec ce mur gris en arrière-plan. C'était un geste d'hommage. Je voulais comprendre davantage sur sa pensée. Et donc, j'ai pris 80 ou 85 objets et certains, j'en ai fait des tirages géants de 3 mètres de haut dans une espèce de grille de ce type afin que l'on puisse les étudier et y réfléchir. Et pour une raison donnée, cela m'a encouragé à aller prendre un pas supplémentaire et donc d'aller voir le travail de Morandi, un autre peintre dont j'admire le travail. Je vis en Italie maintenant et Bologne n'est pas très loin de là où je vis. Donc je suis allée voir le studio de Morandi et de regarder ses objets aussi. Et je me suis retrouvée à m'intéresser à la nature morte. Une nature morte assez simple, non pas un arrangement d'objets, parce que je n'avais jamais fait de nature morte. Dans toutes mes années en tant que photographe, je n'avais jamais fait de nature morte. Quelquefois, on trouve quelque chose sur une table une fois que les gens ont fini leur repas et on a toutes les assiettes. C'est peut-être ça la nature morte, mais je n'ai jamais rien organisé. Donc, je me suis retrouvée à ce moment-là à m'intéresser à l'idée de la nature morte. Il s'agit c'est très lointain de la photographie de la rue. Mais je me suis retrouvée à exploiter une partie de l'énergie que je voyais dans la rue, la manière dont on rassemble les choses, les relations entre les choses. Ce n'est pas une question de beauté dans le sens conventionnel d'une nature morte où on organise les choses pour faire une belle composition, mais il s'agit d'essayer de trouver au sein de ces objets qui sont des choses que j'ai achetées dans les vides-greniers ici à Provence, là où quand tout le monde
mets leurs vieux objets dans la rue, je vais voir les gens et je leur dis, je vous donne 1 euro pour cela. Et ce sont tous des choses qui ont été jetées, des objets qui ont été jetés. Quand je les ramène, j'essaie de trouver dans chaque objet leur esprit en les retournant. Et j'ai fait un certain nombre de ces natures mortes, donc, qui sont étranges. Je ne peux pas les expliquer, mais je suis en train de les faire actuellement. Et je le trouve incroyablement plaisant, comme si j'avais une conversation avec des choses qui avaient été mises de côté, jetées. Et je ne sais pas où je vais avec cela. Je sais simplement que quand je me rends à mon studio tous les jours et que je déplace ces objets, cela m'apporte un plaisir, cela me prodigue un plaisir. C'est peut-être lié à l'âge. Je suis content que vous ayez ri, parce que c'est vrai, on voit dans l'histoire de l'art, les artistes arrivent à un certain âge et d'un seul coup, ils peignent les 4 saisons, où ils peignent... c'est la mort imminente, la mort qui arrive, et cela fait réfléchir les gens à avoir un regard différent. Donc je sauve ces objets morts et je les ramène à la vie, très brièvement, pour quelques instants. Et quelquefois, il y a une conversation entre ces objets que je trouve très amusant et je suis choquée que cela m'intéresse. Vous avez été très patient, très gentil. C'est la dernière image. Il s'agit d'un autoportrait. Et c'est là où je me retrouve maintenant. Et pendant ma vie, la photographie m'a aidé à me trouver dans chaque et dans toutes les manières. Et c'est un médium auquel je rends hommage pour le cadeau qu'elle m'a donné. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, un triomphe à Joël Mayerovitch. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you. I know it got late. Take it. On remercie la Fondation Louis Roederer qui nous a soutenus pour cette soirée, la galerie Howard Greenberg et spécialement Howard Greenberg et toute son équipe, la galerie Polka et toute la famille